Donc, je vais pas vous montrer l'intégralité de tous les routages que j'ai fait parce que c'est vite le bazar. On zoomera un peu sur certains bateaux qui me semblent le plus intéressants. On va sauter directement sur le tableau que je vous ai présenté hier, mais mis à jour, pour regarder quelles sont les différences, l'impact en fait de la bonne journée que certains ont fait ou de un peu moins bonne journée que certains ont fait par rapport au routage final. Donc, c'est mon tableau avec mis à jour. Oh, pardon, c'est ici, c'est la nouvelle journée avec les positions scratch. Ok, donc c'est le temps sans compensation, tel que réel. Vous allez le voir si vous allez au Sable d'Olonne ou regardez à la télé. Donc bien sûr, il y a des légères différences d'heure d'arrivée. Ça reste quand même que les bateaux sont quand même attendus pour le 27 et ça devrait être le 27. Il y a peu de chances que ça change. Hein. L'ordre, par contre, on va voir que les écarts, certaines sont extrêmement serrés, encore plus serrés qu'hier, pour certains en tout cas. Et donc l'ordre n'est pas très clair. En fait, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On va zoomer un petit peu. Donc, si on regarde, on revient entre avant et après. Bureau Vallée 2, on a dit, a gagné 3h30 sur son routage sur le routage par rapport à hier. Et Apivia 3 heures. Et on peut voir que, en projetant les résultats sur Bureau Vallée 2, alors, en sachant que moi, polaire, je ne l'ai pas mis à jour, je suis toujours à 100%. Donc, pour le moment, de manière consistante, ils battent leur polaire, comme quoi ils sont absolument à fond. et on voit que Bureau Vallée 2 a gagné 1h15 à peu près sur la projection. Ce qui est pas autant, hein, ça transmet pas un pour un, mais ça reste quand même conséquent. Et on voit que Apivia, qui lui a gagné 3 heures au lieu de 3h30, ne gagne que 20 minutes dans la projection. Et ça tient à la météo et oui, c'est ça, à le modèle de météo et où il se situe par rapport à ce modèle-là. Il en profite pas autant. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, en termes de scratch, Bureau Vallée 2 pour le moment prend encore un petit peu d'avantage. Ça reste extrêmement serré et trop petit par rapport à la précision de mon modèle et de mes polaires. Hein, on se souvient que certains, comme Boris Herman aujourd'hui, a battu la polaire de 6 heures par rapport à la prédiction. Et là, on parle d'un écart de 3 heures. Donc on est dans le tout. Et en plus, c'est 3 heures sur 7 jours ou 6 jours, alors que là, moi, j'étais 6 heures d'erreur sur 24 heures. Donc on est d'accord que l'erreur est bien plus petite, la différence d'heure d'arrivée est bien plus petite que l'erreur que mon modèle fait. Mais ceci dit, il est clair que Bureau Vallée 2, de manière consistante ces derniers jours, a continué à gratter et à prendre un petit peu d'avance sur Apivia, consolider sa place de numéro 1 en scratch. Le grand gagnant de la journée, c'est Boris Herman, qui a gagné plus de 2 heures, je crois, 9, 7, 8, 9, environ 2h30 sur les projections. Hein. Donc il a gagné 6 heures, ces 6 heures se transmettent en 2h30 seulement. Malgré tout, c'est quand même un gros pas en avant et il se retrouve projeté à 40 minutes à ex-aequo avec Apivia en 3e position, sachant que Boris Herman est crédité de 6 heures. On verra après l'impact que ça a. Lingtat, lui, par contre, s'il a fait mieux de 50 minutes, donc moins que d'autres. Je pense encore une fois que c'est le bateau le plus handicapé en ce moment. Maître Coq a quand même très bien marché et transforme son 4 heures d'avance en 2 heures de gagné sur quasiment 2 heures de gagné sur les prédictions. Il passe donc à arriver en même temps que les autres, le même jour que les autres, le 27, en scratch. Hein, il a été crédité de 10 heures d'avance. Et puis, une note sur le dernier ici, que je ne peux pas router encore jusqu'au Sable d'Olonne, il y a quand même une grosse différence. Hein, il arrive, j'ai fait une petite approximation, il devrait arriver le 29. Ça peut changer encore, j'ai pas encore les grippes qui vont bien. Yes Wickham, hier, il me manquait 2 heures et là, on peut les enregistrer, je peux y arriver. Et on voit que lui a gagné beaucoup. Beaucoup. À ce point-là, c'est beaucoup. En scratch, la différence, c'est il est passé d'arriver à 7h30 le soir à 2h30 l'après-midi. C'est presque 6 heures là. Et donc j'ai voulu savoir pourquoi. Ça, c'était le routage d'hier de Jean Le Cam en blanc. Vous voyez cette grosse trace blanche comme ça, j'aurais pu éliminer les autres, c'est un petit peu long. Donc le routage hier annoncé optimal, annoncé à partir encore sur une option très ouest. Et j'avais dit non, il va probablement prendre une route plus alignée sur les autres. Ça serait très risqué de partir loin comme ça à ce niveau-là. Et puis l'isochrone n'était pas très clair et semblait être quand même annoncé assez dans le tunnel. Hein. Et aujourd'hui, quand on met à jour le routage, Jean Le Cam a bien fait de partir vers le nord et a bien marché. Et donc sa route est plus courte. Sa route optimale calculée est plus courte.
Ma polaire des bateaux non-foilers n'est pas aussi précise ou aussi consistante, je dirais, que les bateaux un peu anciens qui ont été boostés de manière différente. Ceci dit, de manière consistante, ils sont à peu près 5% plus lents que les non-foilers, que les foilers. Ça dépend un peu des conditions. Quand il y a peu de vent, la différence est beaucoup plus faible, voire parfois les foilers, les bateaux à dérive sont plus rapides. Donc j'ai fait 5% de différence au total et c'est une moyenne, d'accord? Donc le classement des non-foilers pourrait changer. On reste quand même que pour le moment, ils sont de manière consistante à l'arrière des foilers. Mais son gain est énorme en projection et c'est probablement celui qui gagne le plus en projection de tout le groupe. Ne vous affolez pas, il est quand même loin de pouvoir gagner. Ceci dit, on va regarder en compensation qu'est-ce qui se passe. Alors voilà le temps compensé. Donc c'est simple, j'ai fait la même chose qu'hier. Hein. J'ai pris les heures projetées. Encore une fois, hein, ce n'est qu'une projection pour s'amuser et pour un peu comprendre mieux le classement tel qu'il est aujourd'hui et comment il va se dérouler. Mais je ne déclare pas de vainqueur. Ceci dit, Maître Koch, qui a été un peu plus lent que Sea Explorer, en tout cas, ou que Boris Herrmann a fait une journée encore meilleure que Yannick Bestaven. L'écart s'est donc réduit entre les deux et on se retrouve comparé à hier, qui était ici, voilà. On voyait qu'il y avait un peu plus d'une heure projetée en différence, il n'y a plus qu'une demi-heure. Bon, ils sont ex aequo. Ça veut dire que bon, il faut savoir que les marins, ils font ces projections-là aussi en ce moment. Hein. Ils sont comme ça, je pense. Donc là, bon, il est possible pour Yannick Bestaven d'y croire, il est possible pour Boris Herrmann d'y croire. Mais si on regarde les écarts, Bureau Vallée 2 est plus proche que ce qui était prévu, bien sûr, hier. Hein. Il était 2, 3, 4, 5, donc 3 heures après en compensé. Et le voilà 4 heures. Ah oui, il a plutôt perdu un petit peu, pardon, malgré son excellente journée. Oui, j'avoue que je ne sais pas pourquoi ça, j'ai pas regardé. Bon, on va zapper parce que c'est un peu long. Et puis ensuite, c'est Lingtard qui a moins bougé. En compensé, ce qui se passe par rapport à hier, et le plus notable, c'est Jean Le Cam. On avait vu que c'était dans les projections celui qui gagne le plus. Hein, et donc il était derrière Principiant Group de très peu. Hein, et ça va continuer à changer un petit peu de l'un à l'autre parce que les projections sont trop proches. Mais Jean Le Cam passe a priori 6e devant le foiler skivé par Giancarlo Pedotte, je crois. Ça reste bon ex aequo. Vous voyez, il y a même pas 30 minutes, 20 minutes entre les deux en compensé. Je pense que, étant donné que Thomas Ruyant est le bateau qui est probablement le plus handicapé et que sa route calculée devrait beaucoup être sur le mauvais bord pour lui, c'est pas impossible pour Jean Le Cam de passer devant en compensé Thomas Ruyant et passer 5e. Ça me semble pas impossible et j'ai regardé un peu en détail cette affaire-là. Et si on regarde la route qui est assez longue dans cette dépression ici, on voit pas très bien, malheureusement, mon logiciel n'est pas super, hein, je m'en excuse, mais le vent est extrêmement portant ici. Quand le vent est très très portant, les foilers n'ont pas un gros avantage en fait. Ils ont le plus d'avantage au bon gros reaching dans lequel on peut accélérer beaucoup, mais il faut aussi beaucoup d'appui. Alors que quand on est très portant, l'angle de descente des foilers n'est pas aussi bon. Ils ont besoin d'un appui fort sur le foiler pour accélérer et soulever leur bateau. Et donc, sur ce long bord ici, les foilers n'auront pas un énorme avantage, et j'ai calculé 5%, c'est une moyenne de différentiel entre les foilers et non-foilers. Il est possible que ce différentiel se réduise et que donc Jean Le Cam puisse réduire encore l'écart avec Thomas Ruyant, sachant que Thomas Ruyant n'aura aucun foil, hein, donc sans dérive non plus, donc c'est plutôt un désavantage. Après, certains vont dire, ça y est, il est parti pour gagner. Il faut quand même regarder en compensé qu'il faudrait qu'il gagne 12 heures sur les deux premiers, quoi. Donc Yannick Bestaven et Boris Herrmann. Il faut relaxer 12 heures, ça me semble énorme. Il vient d'en gagner 6. Et c'est plutôt un effet de routage que de gagner purement sur sa vitesse. Donc je ne crois pas. Par contre, c'est pas impossible un top 5. Okay, pour ce qui est de qui peut gagner le Vendée Globe, clairement, ces 4 bateaux-là, d'accord? Je ne déclare aucun vainqueur, mais c'est ces 4 bateaux-là qui sont les meilleurs candidats. Thomas Ruyant, ça semble difficile, pas impossible, parce qu'il n'est pas si loin que ça. Hein. Si on regarde, il est 8 heures en compensé, derrière Yannick Bestaven. C'est pas impossible, mais bon, son bateau est handicapé. Donc c'est vraiment ces 4 bateaux-là. Je pense qu'il faut surveiller Charlie Dalin, qui lorsqu'il va se retrouver
dans certains bords, pas trop longtemps, hein, malheureusement c'est comme Thomas Ruyant, c'est le même bord qui est embêté, mais dès qu'il va passer sur le bord avantageux, son foiler il sera dernière génération, ce qui n'est pas le cas ni de Yannick Bestaven, pardon, je sais pas Boris Herman, mais ni de Bureau Vallée 2. Et donc Charlie Dalin pourrait rattraper et remonter un petit peu. Voilà, donc ça c'est long, mais c'était intéressant, je crois. Voilà pour ça. Alors la vidéo est un peu longue, je vous êtes pas obligé de suivre maintenant, vous pouvez arrêter. Je voulais quand même regarder la projection entre Maxime Sorel et Armel Tripon, parce que maintenant ils sont quand même dans des conditions similaires, et que dans certaines conditions, Armel Tripon est très très rapide. Pas 5% plus rapide qu'un non-foiler, il est vraiment plus que ça dans certaines conditions. Mais il semble par contre qu'il ne soit pas dans ces conditions-là dans l'Alizé, et je suis un peu surpris. Bon, je suis pas marin de IMOCA moi-même, hein, je navigue sur des petits bateaux comme vous, si vous naviguez, mais le différentiel est plutôt de 5 et quelques pourcents. Ce qui est de manière consistante et à peu près ce que j'observe, et comme ça que je route les non-foilers d'habitude. Et donc ça change un petit peu mon analyse, ou en tout cas mon idée de comment il va rattraper Maxime Sorel. Et si on regarde sur 4 heures, 14.4 nœuds pour Maxime Sorel et 15.3, ça fait 5.6 ou 5.8%. J'ai fait un routage avec 5% de différence en moyenne, sachant que à partir du moment où Armel Tripon sur l'Occitane touche les bons vents, il va faire 20 ou 25% plus vite. Donc ça peut être un peu pessimiste. Malgré tout, ça me semble important de voir un peu le côté pessimiste des fois. Donc on va regarder le routage et observer avec ce 5%. Donc voilà les deux, ils sont ici. Leurs routages sont un petit peu différents, mais on voit ce fameux isocèle triangle, losange, oui, qui est simplement un effet de tunnel entre les deux bateaux, sont à peu près identiques. Et on voit, si vous regardez un peu, c'est pas gagné en fait. Avec un écart de 5%, sachant que parfois localement ça peut être beaucoup plus comme écart, on voit que Armel Tripon va rattraper, jusqu'à arriver dans cette zone-ci, où Maxime Sorel va trouver des vents très favorable plus tôt que Armel Tripon et creuser un écart au moment où Armel Tripon va être dans la zone intermédiaire entre les alizés et l'anticyclone. Et j'étais un peu surpris de ça, et ça fait que à nouveau il y a un grand écart qu'il faut que Armel Tripon rattrape, ce qu'il fait a priori. Ceci dit, ici dans ces conditions-là, on voit que contrairement à ceux qui sont en tête, si vous avez fait attention, ils vont se retrouver plutôt au milieu de cette dépression, donc dans des conditions de mer probablement plus forte et des vents vraiment forts. Donc c'est pas dit que le foiler puisse être capable d'exprimer tout son potentiel. Donc pour le moment c'est chaud. Certes il continue à rattraper à la fin, je peux pas router plus loin, c'est la fin des gribes. C'est pas gagné. Ça peut se finir au finish et j'étais un peu surpris. Ça dépendra aussi des quelques conditions qu'il peut trouver à cet endroit-là, juste avant de trouver la bonne dépression. S'il y a plus que 5% d'écart, à ce moment-là, il pourra rattraper peut-être. Donc c'est pas gagné, et je pense que Maxime Sorel doit faire le même calcul et se dire « je vais cavaler pour réussir à m'en sortir et rester 10e ». Tout ça est vraiment intéressant, je trouve. Sur ce, je vous souhaite bon vent en bonne mer et à demain.